Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Merci de me recevoir. Alors vous allez voir, Julien a un parcours varié et je vais tout de suite te laisser te présenter. Alors je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, je vis dans le sud, je suis originaire de Lyon. J'ai fait tout mon bac sur Lyon et je suis descendu ensuite faire mes études sur Montpellier. Des études qui sont finalement pas vraiment dans le cursus où j'ai fini professionnellement puisque j'ai fait une classe préparatoire en école d'ingénieur informatique. D'accord. Et à l'issue de ça, je suis parti travailler dans le commerce. Donc j'ai commencé à travailler dans la grande distribution où j'étais chef de secteur donc sur la région sud-est pour une société sur Paris. Ensuite je suis parti bosser pour un groupe allemand qui est le groupe Beiersdorf, qui est le groupe Nivea, Hansaplast, Tableau, Sérine La Prairie. D'accord. J'étais responsable de région donc sud de la France pour une division industrie. Et à l'issue de ça, je suis parti bosser pour une société américaine dans la métallurgie où j'avais la direction commerciale de la France, du Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Voilà, donc Beaucoup de voyages. beaucoup de voyages, oui. Alors déjà je vais revenir sur ce parcours. Comment on passe de ces postes aussi variés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés à rester dans leur secteur. Comment toi tu arrives à changer finalement de domaine d'activité, ingénieur informatique, grande distribution, Industrie, métallurgie. En réalité, j'ai une capacité à m'adapter assez facile, mais il y a aussi quelque chose que je remercie mes parents, c'est que j'ai commencé l'anglais en maternelle. Donc l'anglais aura été, je parle couramment anglais, et c'est ce qui m'aura permis tout au long de ma carrière d'évoluer beaucoup plus rapidement, puisque j'avais cette faculté non seulement de parler anglais, donc bosser pour des groupes internationaux, mais aussi la faculté de m'adapter aux produits. D'accord. J'emmagasine relativement vite les choses, si on me les explique bien. Ah, c'est vachement intéressant. Donc pour toi, l'anglais a été Oui. ton passe-droit pour changer Ah. comme ça finalement aussi facilement de métier, de type de métier en fait. Absolument, oui. Comment ça se traduit dans la réalité? Tu passes devant un recruteur et donc du coup on te teste en anglais, c'est un peu ça? Les entretiens, oui, se font en anglais d'abord. Bon, effectivement, le CV qui est principalement en anglais, bien évidemment. Et ensuite, les entretiens se font en anglais à 70% du temps, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que toi tu n'as pas peur d'aller à ces entretiens-là Non. et donc du coup tu décroches le job. Voilà. D'accord. Oui, il faut une capacité à se vendre. Oui, oui, Mais, voilà. que tu as. J'ai essayé, j'y suis arrivé pour l'instant, mais effectivement, j'ai essayé. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, je suis dans l'immobilier. Alors attends, je t'arrête, n'y va D'accord. pas tout de suite. D'accord. Un peu de suspense. Avant d'être dans l'immobilier, durant cette vie-là, tu as eu une vie aussi, enfin tu as eu des expériences d'investisseur Absolument. avant d'être professionnel de l'immobilier. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Parce que même ces expériences-là, je pense qu'elles sont super enrichissantes. Alors, j'ai commencé pas avec zéro, bien évidemment. J'ai eu la chance qu'à mes 19-20 ans, mon père m'avait ouvert un PEL. Donc, D'accord. il y avait 12 000 euros dessus. Il m'a dit, tu as 12 000 euros sur ce PEL, tu en fais ce que tu veux, tu achètes une voiture, tu pars en vacances. Et je me suis dit, tiens, avec 12 000 euros, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je me suis dit, avec 12 000 euros, je vais m'en servir d'apport pour acheter mon premier appartement. D'accord. À cette époque, je faisais mes études. Donc, je faisais mes heures de cours en classe préparatoire. Et je travaillais aussi chez Decathlon. D'accord. Je faisais 18 heures par semaine, mais en CDI. Et je me suis servi donc de ce CDI pendant mes études pour pouvoir demander un financement. J'ai demandé un financement pour acheter un premier appartement qui était de l'ordre, je crois, 80 000 euros, je crois. Et j'ai apporté mes 12 000 euros. Et donc j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 21 ans, avec l'objectif de le revendre à 23 ans, puisque le tramway passait donc dans ce secteur-là 2 ans après. Et j'envisageais effectivement une plus-value que j'ai réalisée 2 ans après. 2 ans après, comme prévu en fait. Comme prévu, voilà. Alors comment, j'ai envie de te poser la question, comment tu te dis tout ça en fait? Comment ça t'est venu? Pourquoi? Enfin, comment on en arrive à ça? Parce que tu es à Decathlon, tu fais tes études, tu penses à ça en même temps? Alors j'ai travaillé pendant juste après Decathlon, j'ai travaillé j'ai travaillé pour un Funhouse. J'ai D'accord. travaillé quelques jours et j'avais croisé des gens qui avaient monté une SCI, voilà, une société civile immobilière, et qui me parlaient un petit peu du principe d'investissement. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est pour ça que j'ai commencé à acheter. Alors, le premier appartement, je l'ai acheté en nom propre. C'était à mon avis au départ un bon choix, mais au fur et à mesure, je vais monter une SCI parce que du coup, ça se retira de mon endettement personnel, puisque ça Ouais. monté par une SCI. Et c'est ce que j'ai fait du reste. Après avoir revendu le premier appartement en nom propre, j'ai monté une SCI. Donc j'ai acheté un bouquin qui s'appelle Créer sa SCI. J'ai profité d'une croisière d'une semaine pour le lire en entier.
Et du coup, ça m'a permis de faire des arbitrages entre le choix à l'impôt société ou l'impôt sur le revenu pour les SCI. D'accord. Parce que j'avais en vue l'acquisition de locaux professionnels. Qui vont parfaitement dans la SCI. Tout à fait. Et on est encore dans un local professionnel que j'ai acheté en 2004. J'avais 23 ans. Voilà, 23 ans. À la suite de l'appartement. À la suite d'appartement. Je me suis servi après du bénéfice pour pouvoir réinvestir et racheter trois locaux professionnels. D'accord. Voilà. Et donc là, tu continues ton immobilier ensuite en travaillant. C'est-à-dire que le cursus que tu nous as expliqué Voilà. après, tu fais ton cursus professionnel, tu changes de domaine d'activité et en même temps, tu investis. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé par acheter pour faire d'investissement locatif. Donc j'ai gardé un petit peu de locatif. Et ensuite, j'ai fait construire 2 villas avec un associé qu'on a revendu. Ensuite, j'ai refait une villa, puis une deuxième villa. Voilà, j'ai fait la construction. Tu as fait la construction. Mais je faisais ça, bien évidemment, à côté de mon travail. Donc c'était le petit plus, on va dire, à la fin de l'année, quand il y avait une revente, une plus-value qui me permettait de m'offrir des voyages, etc. Et puis de plaisir. Voilà. Mais effectivement, au cours de ma carrière, mon CDI m'a permis non seulement d'avoir les financements, et de l'autre côté, l'apport que j'avais réussi à constituer au cours des premières ventes m'ont permis de continuer à faire du développement. Alors maintenant, on arrive à aujourd'hui finalement. Alors aujourd'hui, j'ai monté une société donc, dans la promotion et le marchand de biens. La société va bientôt avoir 1 an. C'était un choix, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer vraiment là-dedans. Ce qui m'a poussé à aller dans ce secteur-là. Et pourquoi maintenant? C'est que fin 2013, j'ai un petit garçon qui m'a dit « Papa, je ne te vois pas assez ». À cette époque, je faisais 100 vols par an et 180 nuits d'hôtel. Là, tu étais dans l'industrie, quand tu couvrais plusieurs pays. Ouais. Et mon fils m'a dit que je ne te vois pas assez. Donc j'ai dit, bon, c'est le moment d'arrêter, de voyager et de bosser pour moi. Et de bosser sur quelque chose que j'aime et surtout sur le secteur où je peux résider. Oui, en tout cas, tu voulais proche de mon fils. Proche de ton fils. Comment te vient l'immobilier? Parce que tu faisais des investissements à côté ou parce que c'était devenu une passion en fait? C'était devenu une passion. En fait, je me régalais. J'ai souvent aidé des amis à monter des business plans, à essayer de leur sortir leur prêt, leur dire comment il fallait le monter. Et puis surtout les aider à faire le bon investissement. Aujourd'hui, je suis associé avec quelqu'un qui a commencé marchand de biens il y a 3 ans et demi après avoir fini une carrière dans le sport. Quand il a commencé ses projets, on a commencé à les regarder un petit peu ensemble. Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses de ça. Donc on a travaillé un petit peu ensemble et puis au cours des 3 dernières années, on a tissé un lien qui fait que quand j'ai décidé d'arrêter le commerce international, on s'est rapprochés, on s'est dit tiens, on monte une affaire ensemble et puis on continue sur ces opérations. Donc, parce que tu as évolué tout le temps dans l'immobilier à côté de ta carrière professionnelle, finalement, les gens que tu as rencontrés, ce que tu as fait, ça t'a amené à devenir aujourd'hui marchand. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux donner quelques mots sur ce métier qui a un peu toutes les facettes? Alors c'est un métier qui est très intéressant, c'est un métier qui est très long dans les démarches déjà administratives et puis entre le moment où on va signer un compromis, on va trouver l'affaire, signer un compromis, on va demander des conditions suspensives comme l'obtention du prêt, l'obtention d'un permis, l'obtention d'une division de lot, il va falloir demander des réunions de copropriétaires. Une fois qu'on a obtenu tout ça et qu'on a tous les accords, on va devoir l'afficher. On va devoir encore attendre 2 mois de délai de recours au tiers, plus 1 mois de recours administratif. Donc on est sur des délais, des cycles qui sont très longs. Très long, ça veut dire que quand on démarre cette activité, il faut savoir qu'on ne touchera les fruits du travail 9 mois à 12 mois après. Quoi. Oui. Donc il faut déjà commencer avec un petit peu soit de capital, soit vivre, essayer de faire vraiment attention parce que les premières opérations sont longues à sortir. C'est pas aussi facile que ça en a l'air en fait. Non, c'est pas aussi facile, il y a des risques financiers. Bien sûr. Il faut savoir que les banques ne suivent pas forcément. Même pas d'ailleurs, excuse-moi, je me permets, mais il y a des banques qui carrément te disent « Ah non, désolé, je ne fais pas ». Voilà. Ils ne font pas. Après, en fonction de ce que vous avez fait par le passé, effectivement, si vous avez déjà du patrimoine, si vous avez déjà fait l'investissement locatif, si vous avez déjà fait vos preuves, c'est quand même un petit peu plus simple. Mais les garanties demandées par les banques sont très lourdes. Oui, tout à fait. Pour monter un dossier de financement, si j'ai un conseil à donner, c'est commencer par petit, avec un petit investissement entre 40 et 60 000 euros. Où on va venir dégager quelques travaux pour dégager 10-15% de rentabilité. Et on commencera à se faire un petit peu sa première expérience et ça permettra à la banque de dire regardez, j'ai fait une petite opération, voilà ce que j'en ai sorti. J'en refais une autre, une petite, voilà ce que j'ai sorti. Mais voilà, il faut y aller vraiment crescendo dans cette affaire. Alors du coup, tu parles de crescendo dans les affaires. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui commence, mais pas forcément marchand de biens, quelqu'un qui commence dans l'immobilier, quel serait ton conseil?
Alors la première chose à faire déjà, c'est quand on achète quelque chose, le lieu où on le prend, c'est se dire est-ce que moi j'habiterai là? Voilà, c'est la première chose à se dire. Je me le dis, alors ça va. Voilà, voilà. Parce que si vous achetez quelque chose en disant tiens, j'achète ça, mais par contre je ne m'y verrai pas y vivre, là ça devient problématique. Pourquoi? Parce que quand on fait un investissement immobilier, qu'on est propriétaire, moi quand j'ai commencé, je me suis dit j'achète quelque chose, je suis propriétaire. Si demain il m'arrive quoi que ce soit financièrement, j'ai toujours ce petit truc, ce petit fusible qui me permet de me dire bon, j'ai un toit sur la tête, j'ai besoin d'argent, je suis à la rue, ben, je peux le vendre, voilà, ou je peux vivre dedans. Oui, Voilà. oui. Donc c'est pour ça que le lieu est important. De commencer le plus tôt possible aussi, c'est important. Voilà. C'est les deux conseils que le tu conseil, donnerais. c'est le lieu et puis bien évidemment s'assurer du marché de la revente parce que ça ne sert à rien d'acheter quelque chose au-dessus du prix du marché. De toute façon, la meilleure affaire, on la fait à l'achat. Voilà. Votre première marge, elle est à l'achat. J'ai rien à dire, c'est la vérité. Et alors maintenant, un entrepreneur qui crée sa boîte, alors pas particulièrement dans l'immobilier, est-ce que tu aurais aussi un conseil à donner? Quelque chose à regarder de précis, comme tu as monté des business plans, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu penses que les entrepreneurs, les jeunes créateurs d'entreprises ne sont pas assez… Alors, ce qui est important, c'est quand vous allez faire votre business plan, il faut prévoir déjà ce que demande une banque, c'est 25% de rentabilité brute. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dégager 25% de marge pour qu'une banque veuille éventuellement bien vous suivre sur l'opération. Ensuite, il faut se dire… Je t'arrête, tu parles d'immobilier. L'immobilier. Prends le cas des entrepreneurs en général. À créer une entreprise. Oui, créer une entreprise. Ah, d'accord. Un conseil, je te coupe. Un conseil pour créer une Ouais. entreprise, bien évidemment, il faut commencer par étudier le marché. Ouais. Ça, c'est indispensable. Il ne faut pas sous-estimer le fonds de roulement qu'il faut au départ pour lancer l'activité, puisque vous allez avoir des frais, création de la société, le greffe, vous avez des frais bancaires. Il va falloir investir dans la communication si vous avez des produits à vendre, investir dans un stock. Anticiper les éventuelles charges sociales, puisqu'en fonction du statut que vous allez choisir, si vous êtes en SARL, vous êtes donc soumis en tant qu'indépendant aux cotisations du RSI. Si vous décidez de monter ça en SAS, vous allez être président ou directeur général de la société, donc vous serez soumis à l'URSSAF. Voilà, il faut vraiment étudier chaque cas parce que ça a un vrai impact sur la vie de la société et surtout sur la trésorerie. Et la nerf de la guerre dans une entreprise, c'est la trésorerie. Donc il vaut mieux prévoir dès le départ, si vous faites un petit financement, une trésorerie sur 6 mois ou 7 mois, quitte à vous serrer un peu la ceinture, mais au moins voilà la trésorerie pour assumer les premières charges. Voilà, ça c'est le plus important, c'est le plan de trésorerie pour démarrer l'activité. Et puis surtout pas se lancer dans quelque chose sans en avoir vu toutes les problématiques. Quoi. D'accord. Voilà, parce qu'il faut toujours anticiper que tout peut aller bien, mais il faut toujours anticiper si tout va mal, qu'est-ce qui se passe. D'accord. C'est la même chose quand on s'associe. Anticipation. Voilà. Et aussi avoir le plus de renseignements possible dans l'activité qu'on choisit. Ce qui est important, c'est de bien s'entourer surtout. Ah. C'est de bien s'entourer parce qu'on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc voilà, il faut vraiment s'appuyer. Il ne faut pas dire tiens, j'ai entendu dire par un copain, tiens, cette loi, c'est sympa où il a fait ça. Non, allez voir un professionnel. Parfois, il vaut mieux dépenser 1000 ou 1500 € dans un conseil chez un notaire, chez un avocat qui va vous rédiger des statuts ou qui va vous donner les conseils, puisque par la suite, ça vous prémunira de tous les dangers, quoi, en tout cas. Parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça sans s'entourer de vrais professionnels. Et si un jour, effectivement, une erreur est faite, si c'est un professionnel qui l'a fait, qui s'est engagé, au moins vous êtes couvert. Ouais. Donc pour toi, le réseau est important. Très important. Ouais. Très important. Tu le travailles, tu fais comment? Le réseau est travaillé, c'est-à-dire que au-delà de faire pas mal de sorties, de faire partie de groupements d'affaires, il existe plusieurs groupements d'affaires. Il y a le DCF, c'est pour aider les gens commerciaux français, le BNI, c'est Business Network International. C'est que des chefs d'entreprise. Tu conseilles tout ça? Ah oui. Ouais. On ne peut pas tous les faire. On peut pas tous les faire parce que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très chronophage. Il y a des réunions qui sont toutes les semaines, des réunions qui sont tous les mois. Donc il faut se dire je me consacre 3-4 mois à ce réseau. À un seul ou à plusieurs? Non, il faut en avoir deux. Voilà, il faut en avoir deux. Ouais, il faut en avoir deux puisque ça ouvre plus de possibilités. Après, plus de 2 réseaux, il faut savoir qu'on va retrouver quasiment les mêmes personnes dans tous ces réseaux. L'avantage de ces réseaux, c'est que ça fonctionne en cooptation. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous vous présentez, vous donnez les avantages de votre entreprise, il va donner les avantages de la sienne. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce que je peux te recommander? Mais avant de recommander quelqu'un, il faut un peu le connaître. Donc on fait des entretiens, on regarde comment il travaille, parce que peut pas parce qu'on fait partie d'un réseau d'affaires qu'on va dire, tiens, il est dans mon réseau, c'est un bon, je vais l'envoyer. Non, il faut d'abord
un peu voir comment il travaille, voir si ça correspond finalement à ta même politique de travail. Et c'est à ce moment-là que tu recommandes. Et quand le premier climat de confiance est instauré dans ces réseaux, eh bien c'est là que les gens vous passent des coups de fil. Tiens, va voir ce copain de ma part, il est au courant. Voilà, parce que ce n'est pas une cooptation en disant tu passes un numéro de téléphone, c'est il est au courant que tu vas l'appeler, il sait pourquoi tu vas l'appeler et tu peux lui présenter ton projet. D'accord. Et c'est vrai que dans ce réseau, je me suis fait des très bons contacts au niveau des avocats, d'architectes, des choses des qui te servent. diagnostiqueurs qui me servent aujourd'hui Voilà. tous les jours. Donc je leur amène du travail, eux ils m'amènent leur expertise, mais au moins ça permet de créer une relation, au-delà d'une relation professionnelle, on tisse un lien un peu plus amical, qui veut dire que voilà, quand on est entrepreneur, on a besoin des réponses tout de suite, on a besoin d'avancer. Ouais. Donc parfois si j'ai besoin de donner un coup de téléphone à mon notaire à 21h ou envoyer un SMS à 21h, 21h30 parce que j'ai une problématique, et bien puisqu'on a créé ce lien, je vais avoir un retour rapide et inversement quoi, voilà. Oui, et ça c'est important parce qu'on ne peut pas se permettre des fois d'attendre 4-5 jours. Oui, pour avoir la réponse, il faut que ça avance. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler le réseau. Ça c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Ça implique de sortir, ça implique de manger au restaurant. Donc, oui, parfois c'est pour la ligne, c'est pas très bon, mais en tout cas pour les affaires c'est bien. Oui, voilà. Après, il faut faire ce qu'il faut quand on veut se lancer. Donc voilà. À un moment donné, est-ce que tu pourrais, alors je vais revenir un peu sur l'immobilier, nous raconter une anecdote, quelque chose que tu aurais en tête qui t'a marqué en immobilier? Quelque chose qui m'a marqué en immobilier, j'ai pas vraiment d'anecdote. Non. Chaque projet est une anecdote puisqu'on a toujours des rebondissements en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on pense que ça va rouler et puis d'un coup on s'aperçoit que ça roule pas. Bon, je donne un exemple par exemple d'un immeuble. On se porte à cœur d'un immeuble dans lequel il y a une locataire de 95 ans je crois, assez âgée. L'immeuble est entièrement vidé. Et donc on est en train de regarder à la reloger et 3 semaines après on nous appelle en disant écoutez c'est pas la peine que vous regardez à la reloger, cette dame est décédée donc c'est malheureux. D'accord. Donc du coup on s'est dit bon on n'a pas à la reloger donc on a continué à avancer le projet et on s'est retrouvé finalement 2-3 mois après on est retourné à l'immeuble pour poser le panneau de permis etc et là on voit descendre quelqu'un de l'immeuble, je dis c'est bizarre il y a encore un locataire. Et il se trouve que c'était la fille de la locataire qui a une fille qui a 65 ou 70 ans et qui nous dit est-ce que vous m'avez trouvé un appartement? On lui dit comment ça on vous a trouvé un appartement? Bah oui ma mère résidait là mais je résidais aussi ici donc du coup je récupère l'appartement. Donc là on s'est retrouvé un petit peu, on s'est dit bon attendez il y a quelle loi, qu'est-ce qui encadre ça? On a été un peu surpris donc c'est la petite anecdote que finalement même quand on pense que tout roule il y a toujours des petits obstacles. Ouais. L'essentiel c'est toujours trouver une solution. Voilà. Bien sûr. Et toujours de garder le contact et la discussion. Donc on est en discussion avec cette dame pour essayer de retrouver un logement. Voilà, pour solutionner le problème et avancer. D'accord. C'est continuel, hein, c'est toujours des rebondissements. D'accord. Donc actuellement, étant donné que tu as des projets immobiliers, tu vends des lots qui sont destinés à des jeunes investisseurs. Est-ce que tu peux en parler un peu des projets, de ce que tu vends, etc. On a plusieurs types de programmes. On a des programmes qu'on va vendre en déficit foncier, donc qui sont destinés à des gestionnaires de patrimoine. Ensuite, on a des programmes où on va rénover nous-mêmes. Et des programmes où on va essayer, où on achète un lot d'immeubles et où on va donner l'opportunité à un investisseur de pouvoir se faire la main dessus, c'est-à-dire acheter à rénover, faire sa rénovation et faire sa première opération. Nous, l'avantage de ne pas devoir faire les travaux dedans, c'est que ça nous permet de porter l'opération beaucoup moins longtemps et mettre beaucoup moins de fonds dedans. Parce qu'effectivement, si on achète un immeuble 400 ou 500 000 euros et qu'il faut qu'on porte encore 250 000 euros de travaux, ça fait une grosse somme immobilisée et un délai aussi. C'est-à-dire qu'on va acheter, on attaquera les travaux que quand on est propriétaire, on attaque les travaux donc 3 mois, etc., etc. Alors que si on arrive à vendre, à rénover, il arrive qu'on puisse acheter le jour même et revendre des lots le jour même. Voilà. Donc c'est une entrée-sortie. Oui, tout à fait. Pour nous, on rentre la trésorerie. Pour l'investisseur, ça lui permet de faire une opération avec une rentabilité intéressante. Voilà. Qui pour nous, on ne la fait pas parce que finalement ça prend trop de temps et on préfère laisser des petits appartements à rénover à chacun. Et donc pour eux, il y a une plus-value au bout. Alors après, c'est une question de choix, mais soit on peut garder et louer, soit on peut revendre si on souhaite faire une plus-value. Voilà. Quand on revend des opérations à des gens qui veulent faire des opérations immobilières, on le revend avec une vision entre 8 et 9% de rentabilité en location. C'est-à-dire que s'il achète, il rénove et il loue, en gros, ça lui sortira du 8 à 9% de rentabilité. Donc, sans investissement locatif. Voilà. D'accord. Donc, il y a un site, je vais vous mettre un lien ici pour accéder au site sur lequel il y a des lots à vendre au fil de l'année.
Comment ça se passe en fait? Donc via le site, ils prennent contact avec vous et après vous faites visiter les lots. Ça, on fait visiter les lots. Il y aura peut-être des visites virtuelles après, c'est possible. Alors quand on vend des appartements à rénover, on propose toujours à côté, on travaille avec des entreprises qui sont des très bonnes entreprises en termes de qualité, qui proposent un devis de rénovation. Pourquoi? Parce que parfois quelqu'un va vouloir acheter pour faire un investissement locatif et ensuite traiter les travaux. Il aura au moins un budget en disant voilà, si je passe pour une entreprise et cette entreprise, j'ai un budget global, ça me permet de monter mon financement, mais au moins voilà, il a le coût global. Après, si lui il fait ses travaux lui-même ou s'il a d'autres entreprises pour diminuer les coûts, il a une base sur laquelle travailler. Ça donne une idée et Voilà. on sait vers quoi on va. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le début pour toi d'une nouvelle aventure. Voilà. Bon. Et on est en train de pousser aussi la commercialisation avec des images 3D. C'est-à-dire qu'on achète, on a le cas sur un projet dans le secteur, on achète une maison qu'on coupe en 4. On a les permis. On fait une image 3D de chaque appartement avec une vision 360. Et on pourra montrer aux clients, voilà comment ça sera quand vous aurez acheté nous le foncier, plus la société qui s'occupe de faire les travaux. C'est-à-dire qu'il saura déjà son budget global, il paiera du coup moins de frais de notaire parce qu'il nous achète le foncier, il achète les travaux à part directement à une entreprise et il a sa vision 3D de à quoi ça va ressembler. Il a le produit fini, il a moyen de le voir. Et surtout, on fait visiter aux clients, on fait visiter des rénovations qui ont été faites par l'entreprise pour le rassurer de voir la qualité du travail qui est faite. D'accord. Voilà. Là, c'est vous actuellement qui suivez, en tout cas les chantiers dont vous vous occupez, c'est vous qui suivez les travaux et qui assurez la livraison des biens. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on va vendre que à rénover, donc ça, à ce moment-là, ça ne nous regarde plus. Par contre, dans le cas où on vend notre foncier et que derrière, on donne une entreprise le marché, on s'assure que le travail soit bien fait derrière, puisque c'est notre image, effectivement, qui est jouée ici aussi. Même si ce n'est pas nous qui faisons les travaux directement, on a conseillé un artisan, il faut qu'il soit bon, il faut que les délais soient respectés, que la qualité soit respectée. Parce que derrière, si on a un client satisfait, on sait que derrière, c'est du bouche-oreille qui se fait, c'est comme ça qu'on fait nos ventes. Tout à fait. Alors j'ai envie de te poser une question maintenant par rapport à ton expérience globale. Tu as couvert vraiment différents métiers de très larges. Alors, j'ai pas envie de dire lequel tu préfères parce que j'imagine que tout est différent, mais quel est ton sentiment par rapport à ce parcours très, très varié finalement? Alors j'ai adoré être salarié. Oui. Quand j'étais salarié, je me dis j'ai envie d'être patron. Ouais. J'ai adoré être salarié parce que finalement, quand on s'occupe de plusieurs pays, on a un budget, on voyage, c'est sympa, on mange au restaurant et tout. Et puis finalement, quand on s'arrête et qu'on devient son patron et qu'on garde le même rythme, les restaurants, etc., les déplacements, et qu'on commence à payer l'essence, qu'on commence à payer le restaurant, on se dit ouf, il va falloir faire de la marche, il va falloir faire attention. Alors, je suis vraiment content de mon parcours parce que ce que je m'étais fixé depuis tout jeune, je m'étais dit, avant de te mettre à ton compte, il faut que tu aies vu, il faut que tu aies été responsable de magasin, d'un département, national et international. D'accord. J'avais fixé ça. Tu t'étais fixé ça en tête en te disant oui, dès que j'ai commencé à travailler, tant que je n'ai pas vu l'international, je ne me mettrai pas à mon compte. Alors, pourquoi? Parce que je me dis, si je couvre tous ces métiers, finalement, ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit sur le business. Peut-être que je me serais lancé dans la production ou dans le commerce, je ne sais pas. Là, je suis dans l'immobilier, donc l'international ne me sert pas encore. Sait-on jamais, si demain on a des beaux immeubles et qu'il faut aller en Angleterre pour aller vendre des produits, je suis capable de le faire. Mais je voulais absolument couvrir toute cette expérience pour pouvoir me lancer à mon compte. Tu voulais acquérir les compétences. Les compétences, tout à fait. Alors j'ai eu de la chance, c'est que j'ai gagné 3-4 ans sur mon parcours, puisque à un moment de ma vie, j'ai eu un choix entre un poste national et un poste international. Le poste national était beaucoup mieux payé, mais j'ai choisi le moins bien payé pour faire l'international et gagner et finalement gagner en expérience beaucoup plus vite. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Donc en fait, tu as favorisé l'expérience plutôt que gagner. C'est vraiment... Et je ne regrette pas puisque du coup j'ai gagné 4-5 ans sur mon plan de carrière. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Alors là, je vais un peu te... Mais tu avais un rêve quand tu étais jeune aussi, dont tu m'as déjà fait part. J'aimerais bien que tu le partages avec nous. De vivre aux États-Unis? Non. C'est pas celui-là. Que tu voulais avoir plusieurs sociétés. Ah oui, effectivement. J'ai beaucoup aimé cette réflexion et j'aimerais bien que... alors cette réflexion, effectivement, on en avait discuté. Bon, effectivement. Entre guillemets, j'adore les États-unis, j'aimerais travailler entre les deux. Oui, bon, c'est vrai que ce sera pour plus tard. Alors, mon rêve, c'était d'être actionnaire de 10 sociétés. Ouais. De 10 sociétés, et l'objectif, c'est que ces 10 sociétés me rapportent 500 € net chacune. Pourquoi? Parce que 500 € net x 10, ça fait 5 000 €. Et je pense qu'avec 5 000 €, c'est déjà confortable. Voilà. Et pourquoi 10? Parce qu'on dit que ça fait beaucoup, mais parfois, il vaut mieux avoir des participations dans des entreprises
à qui vous coûtez 500 euros, c'est-à-dire que vous coûtez entre 800 et 900 euros à la société. Donc 900 euros par mois à une société, finalement, c'est pas si lourd. Mais ça vous permet, en diversifiant finalement vos investissements, de dire si demain il y a 2-3 secteurs qui ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il va vous rester 3500 euros. Or, si vous mettez tout dans le même panier ou dans 2 sociétés, si vous prenez 2005 à gauche, 2005 à droite, déjà vous êtes une charge lourde pour l'entreprise, mais s'il y a un secteur qui ne marche pas et l'autre moyen, vous vous retrouvez à tomber votre salaire à 1000 euros. Là, c'est plus la même chose. Mais oui, Voilà. oui. Donc, c'est effectivement un objectif. Tu avais quel âge quand tu t'es dit tout ça? Je suis obligé de te couper. 21 ou 22 ans. Ouais, c'est fou. Et tu avais lu des livres? Comment ça t'est venu? Ça me... J'avais lu des livres, j'avais regardé des émissions, j'avais regardé des choses sur les business angels après, etc. Oui. Les entreprises, Je vois très bien. Voilà, donc oui, je me suis dit, tiens, si j'en prends un petit peu partout, finalement, si on cumule le petit partout, ça peut faire une part conséquente. Petit à petit, ça devient gros. Tout à fait. D'accord. Et tu as toujours eu envie de faire des affaires, en fait? Ah oui, j'ai toujours eu. Mon père était entrepreneur. D'accord. Mais entrepreneur de l'ancienne époque, en fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il a repris l'usine de son père, il a énormément développé. Il était dans le textile, donc il a eu jusqu'à 100-120 salariés. D'accord. Alors le textile, ça a connu des super années, puis Oui. des années difficiles sur la fin. Donc, voilà. Tu as vu les deux tableaux, du coup? Tu as J'ai vu vu le difficile et le... Voilà. Ça Après, t'a marqué? Ça m'a marqué bien après, en fait. Quand j'ai commencé à être dans les affaires, faire les opérations, je me suis dit, tiens, effectivement, on peut monter et puis on peut redescendre. Voilà. Et c'est comme dans les affaires, on peut gagner, on peut perdre. Et ce qui fait que finalement, qu'on continue à avancer ou qu'on s'associe avec les bonnes personnes, c'est qu'il faut que les deux se disent, dans les affaires, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et à partir du moment où on est conscient qu'on peut perdre, on peut avancer. Là, tu es sur mon karma. Voilà. Alors là, j'ai la même vision complètement. Voilà. Je pense qu'il faut accepter de perdre avant de vouloir gagner. Et parfois, il vaut mieux se dire, allez, c'est pas grave, là, je perds, mais je me referai la cerise après et ça va me booster pour le faire. Ouais. Parce que des fois, si on se bloque, on se dit non, je ne peux pas perdre, ben c'est là où ça devient compliqué. Voilà. Alors comment, on approche de la fin, mais une petite dernière question. Comment, selon toi, quand quelqu'un a un énorme échec ou un échec lourd, on se relève? Tu viens de le dire, on a des pertes, on a des gains. Qu'est-ce qu'après un échec, on fait pour se relever? Alors déjà, il faut toujours effectivement se dire qu'on peut rebondir. Il y a plusieurs solutions. C'est pour ça que c'est aussi important d'être entouré. Si demain vous avez un échec et que vous avez tout perdu, pour faire les affaires, il faut de l'argent. Voilà. Donc, si vous êtes bien entouré et si on voit en vous quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a des idées et qui a du potentiel, eh bien forcément, quand vous aurez un projet à présenter, vous aurez forcément une oreille attentive qui écoutera votre projet et qui dira « Ok, moi je crois en ton projet, je le fais avec toi et ça te permettra de te relancer. » Voilà. Et c'est vrai qu'il faut toujours rester entouré, même quand on est au plus bas, puisque c'est ça qui vous permet de vous maintenir debout et de vous relancer, quoi. Ça, c'est évident. Mais l'échec, c'est une expérience. Hein. Ah oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. On a tous vécu des échecs, on a tous vécu des difficultés financières, on a pu descendre très bas, remonter, redescendre, c'est la vie. C'est ça. L'essentiel, c'est continuer à travailler et se dire que voilà. Il y a quelque chose au bout et on va en sortir. C'est ça. Bon, mais Julien, je te remercie pour tout ça. J'adore finir mes interviews par une question un peu bizarre. Je t'offre un cadeau. Oui. Tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en fais? Tu m'offres un cadeau. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce que j'en fais? Déjà, je te remercie de me l'avoir offert. Et ensuite, écoute, je pense que je le garderai. Parce que finalement, moi, je t'aime bien. Donc, finalement, ce sera un souvenir en me disant, voilà, j'aime peut-être pas son cadeau, mais le fait de l'avoir offert, ça m'a fait plaisir. Non. Et quand je le regarderai, même s'il est moche, je lui dirai, je penserai à toi parce que tu es un mec bien. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir reçus. Puis je te souhaite que tout fonctionne. Je vous remets un lien ici vers le site. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Nicolas. Au revoir. Au revoir. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.